Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Fiscalia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Ephraim Lando, avocat fiscaliste à Paris. Le sujet du jour, c'est l'exit tax. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Ephraim se présenter. Alors, Ephraim, bonjour. Bonjour Comment vas-tu? Nathaniel, ça va très bien, merci. Super. Merci de me faire participer à ce podcast. Alors nous sommes un cabinet d'avocats fiscalistes basé à Paris qui s'appelle donc Lando et Rudovitch. On est deux associés, Lior Rudovitch et Ephraim Lando, moi-même. On a fondé ce cabinet il y a quelques années. Alors on n'est que fiscaliste, mais par contre on fait toute la fiscalité. C'est-à-dire que on va faire aussi bien de la fiscalité des particuliers que des sociétés, en conseil et en contentieux. Le conseil, c'est l'optimisation fiscale. Donc c'est en général comment faire des montages, des schémas fiscaux qui vont être avantageux. Ça peut être sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant, ça peut être sur la manière dont on va transmettre un patrimoine à nos enfants en exonération, en tout cas avec une fiscalité privilégiée. Ça va être de la TVA, des restructurations d'entreprises, des restructurations patrimoniales, vraiment tous les volets de la fiscalité. Alors évidemment, quand on conseille à un client de mettre en place par exemple une holding, ben, on va lui créer sa holding, donc on va aussi empiéter un petit peu sur le droit des affaires, mais c'est pas le cœur de l'activité, ça reste une conséquence, une mise en place de notre conseil en amont. Et parmi les domaines d'intervention, on est spécialisé en fiscalité internationale, donc tout ce qui concerne les transferts de résidence, comme on va en discuter dans quelques instants, mais aussi un résident français qui a des revenus en Israël, par exemple, comment est-ce qu'il va être imposé là-bas et ici. Alors, pour le là-bas, c'est plutôt toi, Nathaniel, qui t'en charge, et nous, Mhm. on règle en général le problème de double imposition. Ça peut être aussi le cas inverse, un résident israélien qui a des investissements en France, et aussi, voilà, le transfert de résidence en Israël, avec donc les obligations d'exit tax et toutes les obligations fiscales qui en découlent pour sécuriser cette déconnexion fiscale de France et la consolidation de la résidence fiscale en Israël. Alors, je parle d'Israël parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous sollicitent là-dessus, mais en réalité, le mécanisme est le même. On intervient avec beaucoup d'autres pays. Une fois qu'on sait lire une convention fiscale, en général, c'est pas très compliqué de savoir analyser les autres. Les pays avec lesquels on travaille beaucoup, ça va être les États-Unis, la Suisse, le Luxembourg, la Norvège, voilà, différents pays d'Europe. Mais c'est vrai, Portugal beaucoup aussi, Israël. Dubaï. Voilà. Dubaï aussi, on aime moins, mais on a aussi des demandes là-dessus. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler de l'exit tax. C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde et je trouve que les gens ne sont pas forcément bien informés sur cet aspect-là. Donc, j'aimerais qu'on essaye ensemble de comprendre en quelques minutes qu'est-ce que l'exit tax, pourquoi ça a été mis en place et potentiellement qui peut être concerné par cette démarche. Donc, tout d'abord, voilà, si tu peux nous expliquer pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, c'est quoi l'exit tax? Alors, l'exit tax, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour justement les gens qui partent à l'étranger, qui transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger. Étant donné qu'ils vont devenir non-résidents, ils vont avoir une fiscalité qui va être plus allégée. Et pour éviter que des personnes qui détiennent un patrimoine important euh, payent, donc en fait fassent évoluer ce patrimoine, le fassent progresser, le développent pendant qu'ils sont résidents français, et puis le vendent lorsqu'ils sont devenus non-résidents avec une fiscalité plus allégée, la loi a imposé ce mécanisme de l'exit tax qui permet de dire, alors après on va le développer un peu plus, mais dans l'idée, on va geler la valeur du patrimoine au moment du départ, et en fait, toute cette valeur-là, même si je le revends dans quelques années en tant que non-résident, elle va être taxée selon le régime de la loi française. Alors pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, l'exit tax, ça concerne les personnes qui détiennent donc 50% minimum des bénéfices d'une société, donc c'est à peu près tout chef d'entreprise, ou alors 800 000 euros de patrimoine mobilier, donc des portefeuilles de valeurs mobilières et autres. En Attends, pratique, juste ça, on va voir juste après, mais simplement pour bien comprendre, le principe de l'exit tax, c'est qu'en réalité, le gouvernement français, il a peur de quoi? Pour simplifier, on va dire le sujet, c'est il a peur que tu aies créé une richesse en France. Par exemple, tu as fait une startup, tu l'as fait bien monter, et avant de vendre les actions de ta startup, tu décides d'aller te fiscaliser, te domicilier fiscalement ailleurs.
Dubaï, Israël, bref, tu décides de quitter la France. Et en réalité, tu partirais dans un pays où la fiscalité, elle est plus avantageuse qu'en France. C'est bien ça. Typiquement, oui, tout à fait. Typiquement, quand on part en Israël, donc on a les 10 ans d'exonération en tant que Olé Hadash. Donc, quelqu'un qui part, par exemple, en Israël, s'il n'y avait pas le mécanisme de l'exit tax, il part en Israël. Quand il va vendre sa société, au lieu de payer la flat tax, donc la plus-value, l'impôt sur la plus-value des parts de la société qu'il aura vendue, à un taux de 30%, comme le font Ça, tous les c'est l'impôt résidents français. français Voilà, normal. c'est Voilà. ça. S'il était resté en France, il aurait dû payer C'est ça. Au lieu de 30%. payer ces D'accord. 30%-là d'impôt, Ok. s'il n'y avait pas eu l'exit tax, il aurait payé que 12,8%. Parce que l'impôt, la flat tax à 30%, elle est composée de l'impôt sur le revenu à 12,8% et les prélèvements sociaux à 17,2%. Et Et comme il lorsqu'on est est, parti, c'est ça, il n'a lorsqu'on est plus non les prélèvements résident, sociaux. exactement, lorsqu'on est non résident, on n'a plus à payer les prélèvements sociaux. Alors, ça concerne pas tout, hein. Les revenus immobiliers, par exemple, on paye toujours des prélèvements sociaux. Moi, je parle vraiment des dividendes ou des plus-values mobilières. Euh, En fait, ça serait vraiment le Graal pour une personne qui développe sa société et puis juste avant la veille de la vente, il décide de partir en Israël. Il vend, il paye 12,8 d'impôts en France. En Israël, il paye rien parce qu'il est au Hadash et puis il s'en est très bien sorti. Et Donc, en donc, fait, pour éviter ce mécanisme, tout ce à que tu fait, dis, c'est que la France, ils ont mis une sorte de filet de sécurité. Hop, 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 avant que tu partes, viens, on va vérifier ce que tu as avant le départ. exactement, Et on va voir si on n'a pas quelque chose, entre guillemets, peut-être une petite étoile à mettre. Donc, on a compris exactement. c'est quoi et on a compris, entre guillemets, à quoi ça sert. Ça veut dire, là, le principe pour vraiment vulgariser pour les auditeurs, c'est d'assurer à la France de ne pas, entre guillemets, recevoir moins d'impôts que ce que la personne aurait dû payer si elle était restée résidente fiscale française. Exactement. Ok. Alors après, la question à quoi ça sert, elle va se décomposer en deux volets, c'est-à-dire que on a un volet, un intérêt si on veut pour le contribuable, c'est-à-dire il faut comprendre que l'exit tax c'est pas réellement une contrainte. Et évidemment, on a le volet légal qui est bah, que en fait, peu importe à quoi ça sert, c'est une obligation légale de le faire. Juste avant ça, comment ça se passe l'exit tax? Donc, prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui Ouais. détient donc 100% d'une SAS, par exemple. Il va donc, imaginons qu'il a créé sa société pour 1000 euros de capital il y a 5 ans. Aujourd'hui, la société, elle vaut 100 000 euros. Il décide de partir à l'étranger. Eh bien, si on n'avait pas le mécanisme de l'exit tax, donc il aurait pu payer 12,8% d'impôt sur cette plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est prix de vente 100 000 moins prix d'acquisition 1000. Ça fait 99 000 euros de plus-value fois 30%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, au moment de partir à l'étranger, donc quand c'est Israël, justement, ça rentre dans les spécificités dont on a parlé au début. C'est un pays qui n'a pas conclu de convention avec la France en matière de recouvrement de l'impôt. C'est un des pays très rares. La Suisse aussi est dans ce cas. Donc, en réalité, je dis l'Union européenne parce que les pays de l'Union européenne ont tous conclu une convention fiscale avec la France en matière de recouvrement. Donc ça, les obligations sont allégées. On a quand même une procédure d'exit tax, mais c'est assez allégé. En tout cas, pour Israël, on doit déposer un dossier exit tax 90 jours avant le départ. Ça, c'est une contrainte très importante. Je peux pas partir du jour au lendemain. Quand tu dis avant le départ, ça c'est hyper important parce que cette question, elle revient souvent quand je suis en consultation. Qu'est-ce que tu appelles le départ de France? Est-ce que c'est un choix? Moi, je peux dire je pars le 17 août ou non, il y a une période spécifique à respecter? Alors, on part quand on veut. Ça, D'accord. c'est le contribuable est libre de faire ce qu'il veut, à condition de respecter les règles. Mais dans l'idée, s'il a décidé de partir le 17 août, eh ben, il prend un billet d'avion et c'est ça qu'on appelle le départ. C'est le jour de la date du billet d'avion. C'est vraiment le jour où je quitte la France physiquement. Et donc, pour suivre ton exemple, cette personne-là, si elle veut respecter la règle, elle doit le 17 mai prévenir la France, donc 3 mois avant le départ, Tout elle à doit fait. prévenir la France en disant, sachez que le 17 août, je quitte Je m'en vais. fiscalement la France. Tout à fait. Alors après, on peut tous avoir des contraintes et puis quand on s'engage sur le 17 août, on n'est pas obligé de partir réellement le 17 août. Mais on peut pas partir le 16. On peut partir le 18, mais pas le 16. C'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser un délai de 3 mois minimum entre le moment du dépôt du dossier à l'administration et le moment du billet d'avion. Et en Donc, une fait, personne qui veut faire sa alia, pardon, je te coupe, mais une personne qui veut bien faire sûr, sa alia en juillet 25, pour pas prendre de risque, il faudrait qu'en mars, il vienne te voir et il enclenche le process d'exit tax. exactement, tout à fait, D'accord. parce que le process d'exit tax, il prend un peu de temps.
Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que on reprend notre exemple de tout à l'heure, la société vaut 100 000 euros aujourd'hui, donc il va déjà demander à son expert comptable, ça c'est avant d'aller voir l'avocat, enfin en tout cas il va voir l'avocat et l'avocat lui dit d'abord va voir ton expert comptable, en lui disant valorise-moi ma société. Donc l'expert comptable va rendre un rapport d'évaluation de la société qui va dire voilà la société vaut 100 000 euros. Ce qu'on va faire, c'est que on va calculer la plus-value latente. La plus-value Mhm. latente, ça veut dire la plus-value potentielle qui existe si jamais je vendais ma société aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on Mhm. a dit tout à l'heure, 100 000 moins 1000, ça fait Ouais. 99 000 euros de plus-value. Et en fait, une fois qu'on a cette plus-value, donc évidemment, les gens n'ont pas forcément qu'une seule société, ça concerne tout type de société, sauf les SCI à l'impôt sur le revenu. Les SCI à l'impôt sur le revenu ne sont pas soumises à l'exit tax, mais par contre, les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés sont soumises à l'exit tax. Ah, donc une SCI à l'IS, elle est soumise, Elle elle est soumise à rentre dans l'exit le tax. seuil, Tout à fait. On va en parler après, mais et c'est quoi les seuils à respecter au niveau du... Il n'y a pas de euh, seuil, il faut 50% des bénéfices d'une société minimum. Ou alors Il un n'y avait pas patrimoine. un truc avec les 800 000 euros Alors 800 000, le deuxième volet qui concerne un peu moins de gens. C'est des gens qui peuvent ne pas avoir forcément de société, mais ils ont un patrimoine, par exemple des comptes titres, un patrimoine de Ouais. valeur mobilière Mhm. qui vaut plus de 800 000 euros. Donc attends, on revient à l'étape 1. Étape 1, j'ai une société, donc SARL, SAS, Tout SCI à type de l'IS, société, c'est ça, tout tout type type de de société qui société. n'est pas à l'IR, Alors, l'impôt sur le attention, revenu, tout type de société qui n'est pas une SCI à l'IR, c'est-à-dire que même une SCI à SAS, l'IR. c'est ça, D'accord. même Une une SASU SAS à à l'IR, l'IR, elle rentre à l'intérieur. c'est Donc ça, si j'ai plus que 50% des parts sociales de l'entreprise, ou du droit de vote, hein, comme on appelle c'est ça en ça, Israël, du coup, je suis obligé, je suis soumis à un dépôt de dossier d'exit tax, c'est ça, même si ma société, elle vaut 50 000 euros. même si elle vaut 5 euros, du coup, ou Oui. même si elle vaut En, rien. en fait, alors, si elle vaut rien, il n'y a pas de plus-value latente. Il faut qu'elle ait une D'accord, plus-value. Donc, si, il d'accord. faut qu'elle vale quand même quelque chose par rapport au début. Mais dans l'idée, c'est ça. Et une question tout à fait naïve, mais comment on évalue parce que bon, on n'a pas que des sociétés qui sont cotées au CAC 40. C'est sûr. On en a deux, trois. Non, je plaisante. Mais comment est-ce qu'on fait pour Alors, techniquement ça, valoriser? ça, c'est plus le job de l'expert comptable. Alors, des rapports d'évaluation, on en demande très souvent dans plein d'opérations, pas que forcément dans l'exit tax. Ça va être aussi, par exemple, quand on fait un apport de titre à une holding, on va demander à un commissaire aux apports de valider le rapport d'évaluation de l'expert comptable. Donc, il y a plusieurs méthodes pour valoriser une société. On pondère ensuite ces méthodes, on fait une moyenne, etc. C'est des critères que je ne suis pas capable de t'expliquer parce que c'est pas du tout mon domaine. Nous, on sait lire après les rapports d'évaluation, mais c'est pas nous qui le faisons en tant que tel. Et Mais ce on prend rapport, les il est indices. nécessaire. Ce rapport, il est Ah oui, nécessaire. il est C'est obligatoire pas parce un que dossier. Il est obligatoire. c'est D'accord. ça. Alors, on le communique pas à l'administration, mais on le Ouais. garde bien dans nos archives, puisque si un jour on a un contrôle et que l'administration nous dit vous avez sous-évalué votre société, bah on sort le rapport d'évaluation de l'expert comptable. C'est Pour pour prouver la montrer bonne qu'on a fait bien foi. le travail, c'est ça. Qu'on Ok, n'a ok. pas juste fait ça de manière arbitraire. Donc, une personne qui a 50% des parts de la société, il est soumis à faire un dossier d'exit tax. Ou bien une personne qui a plus que 800 000 euros, c'est ça? C'est ça, 800 de 000 euros en patrimoine. valeur en patrimoine, d'accord. C'est ça. Hors patrimoine immobilier, du coup, que tu posséderais Tout à fait. en nom propre. Tout Et à fait, pourquoi parce juste que l'immobilier, il alors est voilà, exclu? pourquoi l'immobilier c'est exclu? Parce que l'immobilier, ça, de par le caractère physique de l'immobilier qui est du coup implanté en France, il y a une fiscalité qui est bien plus sûre pour l'administration. Même les conventions fiscales en général, la règle c'est qu'on est imposé dans l'état du lieu de situation du bien. Et donc en fait, on considère qu'il n'y a pas de risque pour la France que l'impôt soit éludé, vu qu'on a des dispositifs assez puissants qui permettent de garantir le paiement de l'impôt en France. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait plus sur les titres mobiliers, les valeurs mobilières, qui sont beaucoup plus En fait, volatiles. ce que tu es en train de dire, c'est que sur la partie immobilier, comme la France est assurée dans la majorité des cas qu'en cas de vente, il y aurait de toutes les manières un impôt à payer en France, peu importe si le vendeur il est résident fiscal français ou s'il est parti. Donc, dans tous les cas, la France n'a pas de crainte de perdre éventuellement cet impôt latent, hein. Et donc, ils vont pas obliger les gens qui ont de l'immobilier en France à passer par la case exit tax. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les SCI à l'IR ne sont pas concernés par l'exit tax, puisque quand je détiens des parts d'une SCI à l'IR et que je vends mes parts, donc attention, pas la SCI qui vend le bien immobilier, mais moi, associé personne physique qui vend mes parts de SCI, le Mhm. régime d'imposition de la plus-value, c'est le même que celui des plus-values des Que plus-values si tu avais immobilières le des bien en nom particuliers. propre, quoi. Exactement. Et donc, c'est Ok. la raison pour laquelle seuls les SCI à l'IR sont exclus du dispositif de l'exit tax.
Magnifique. Voilà. Et donc, en Euh, fait, pour reprendre une fois que j'ai ce rapport d'évaluation, mhm, on va donc calculer, alors évidemment, si la personne elle a 10 sociétés, ben, on en fait un pour chaque société, et on évidemment. calcule le total de cette plus-value latente, donc 99 000 euros, par Mhm, exemple. Ça va nous donner donc on va arrondir à 100 000, ça va nous donner du coup un impôt latent, un impôt théorique potentiel de 30%, ok, d'accord? Donc ok. 30 000 euros. Mhm, Et ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer donc une déclaration Exitax, ça va être ça, le dossier Exitax qu'on dépose 90 jours avant le départ, qui va résumer dans cette déclaration fiscale de l'Exitax le montant des plus-values latentes, donc comment j'ai calculé ma plus-value, donc prix d'acquisition, prix de vente potentiel, donc valeur actuelle. Ensuite, pour calculer la plus-value qui va être taxable, aujourd'hui, on a deux régimes en France, soit la flat tax, on en parle le plus souvent parce que c'est le plus simple, on sait que c'est 30% de la plus-value, mais on a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un autre régime qui le est revenu mondial, je crois, non? les Le calcul du non, revenu mondial, non? le revenu mondial, c'est quand on est déjà non résident, Ah, mais on a ok. le régime des abattements pour durée de détention. En fonction du Oui. moment, depuis l'ancienneté de la société, on peut Mhm. avoir des abattements qui s'appliquent et parfois ça peut être plus avantageux que la flat tax. Ça, c'est un détail. C'est notre mission d'optimiser la plus-value potentielle. Soit c'est la flat tax, soit c'est avec les abattements. Donc c'est un Qui maximum de 30% et dans certains cas, ça peut être un peu moins. C'est ça. Alors oui, alors Ok. ça rentre. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, Ouais. qui est les 3 et 4% quand on dépasse 500 000 et 1 million d'euros, notamment pour un couple marié. Donc ça aussi, ça rentre. Alors ça ne rentre pas dans l'exit tax, c'est pas pris en compte dans l'impôt qu'on va geler au niveau de l'administration fiscale, comme on va expliquer. Mais il faut Ouais. savoir que c'est pas seulement 30%. La flat tax, c'est 30, mais ça peut monter à 33 ou 34. C'est C'était ce une que je petite dis en parenthèse. Israël. On a aussi 30% d'impôt sur les dividendes, mais on oublie, nous aussi, on a une sorte de CEHR, hein, de contribution Ouais. exceptionnelle sur le revenu, où en fait, tu dois payer 3% en plus sur tout revenu qui dépasse le barème. Je crois que c'est 740 000 en 2024. Enfin, en tout cas, on a D'accord. exactement le même schéma. Donc, c'est vrai, quand on vend un appartement en Israël avec les plus-values en ce moment, les gens pensent que c'est 25%, mais en fait, non, c'est 28%. Parce qu'il y a les 3% supplémentaires qui sont un peu cachés, déguisés, mais en réalité, ils sont bien là. Donc, ne pas les perdre de vue. Bon, on n'a pas de quoi être jaloux sur ce point-là d'Israël. Et donc, cet impôt qui a été gelé, donc les fameux 30% dans notre exemple, Alors le 30 000 principe, euros, qu'est-ce que je fais avec? alors voilà, le principe normalement, c'est pour les pays justement qui n'ont pas conclu de convention d'assistance au recouvrement. Normalement le principe, c'était qu'il aurait fallu que je verse en tant que chef d'entreprise, que je verse cet impôt à la recette des non-résidents, alors même que je n'ai pas vendu ma boîte et que j'ai pas de cash. Donc pour éviter cette sortie de trésorerie qui ferait très mal, on demande, c'est un sursis qui est sur demande, c'est très important et c'est pour ça qu'on le dépose avant le départ et pas après, ça se fait a priori et pas a posteriori. On demande à D'accord. l'administration de nous accorder un sursis de paiement. Ok. Et ce sursis, évidemment, là, l'administration nous dit OK, mais à condition que tu constitues des garanties. Donc, ce qu'on fait généralement en garantie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une caution bancaire, ça peut être n'importe quoi. Je peux même les verser et je les récupère à plus tard. On verra dans quelles conditions. Mais pour faciliter la gestion des flux pour le chef d'entreprise, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on propose en garantie le nantissement des titres de la société qui est soumise à l'exit tax. Donc en fait, on Qui dit à elle-même n'a pas été l'administration, vendue, donc en fait, tu les as encore, ces parts. c'est ça, tu les as D'accord. encore, sauf que l'administration, si tu cherches à éluder l'impôt, bah en fait, elle est déjà actionnaire, elle va actionner le nantissement, elle sera déjà actionnaire à 30% de tes parts, et donc elle pourra récupérer son imposition. C'est une garantie classique nantissement de titres. Et ce nantissement, il a une durée Alors, limitée? alors voilà, la procédure d'exit tax, elle a une durée limitée, donc ce nantissement, en l'occurrence, ça fait partie de la procédure de l'exit tax, ça a une durée limitée, c'est entre 2 ans et 5 ans. 2 ans, c'est si on a une plus-value inférieure à 2,57 millions d'euros. Ok. Ça dure 2 ans. Et si on a plus, si la valeur elle est plus, elle est supérieure, eh bien ça dure 5 ans. Et au bout des 5 ans ou des 2 ans ou des 5 ans, on va demander du coup un dégrèvement d'impôt à l'administration. On va dire par exemple, bah voilà, ma société, il y a 5 ans qui se sont écoulés, ma société je l'ai toujours. Je l'ai pas vendue, j'ai pas fait des donations à mes enfants, je m'en suis pas dépossédé, elle est toujours là. Donc j'ai respecté la procédure de l'exit tax jusqu'au bout. Maintenant, vous me faites une main levée de nantissement et vous me finalement entre guillemets, vous me rendez mes titres, vous me rendez la possession de mes titres. Et, L'exit et- tax se termine. et donc là, voilà, là, il aura plus d'impôts à payer si jamais il revend au bout de 6 ans, pour prendre un exemple. Voilà.
Il a plus Voilà, d'impôts à payer en France, sauf le 2,8, évidemment, que ça, tout à donc il fait. doit le payer. Tout à fait, exactement. Exactement. Donc au bout des 5 ans ou au bout des 2 ans, c'est en réalité l'exit tax, ça fait peur à tout le monde, mais déjà ce qu'il faut alors parce que là en fait je switch sans faire exprès à la prochaine question, mais avant ça, est-ce que tu as des questions sur ce que je viens de dire? Ben, en fait, non, justement, moi aussi, ça m'amène à la prochaine Ah, question, mais c'est ça. c'est plus une remarque, c'est de dire en réalité, en soi, si on a respecté les règles et qu'on n'a rien vendu pendant toute cette période, finalement, bon, ça coûte rien en impôts en tout cas. Par Mmh. contre, si du coup on l'a pas fait avant de partir, ben on a pris du retard et donc il y a bien un moment on va devoir, parce que j'imagine qu'on peut pas le faire rétroactivement. Non. Donc dans tous les cas, on va devoir maintenant, imaginons, je suis en Israël depuis déjà 5 ans. Je vais me signaler, je t'appelle, on va faire le process d'exit tax parce que j'ai jamais informé la France que je suis parti. Je fais le process maintenant, mais donc du coup, le sablier de temps de 2 ans ou 5 ans, finalement, il se déclenche que maintenant, alors qu'il aurait pu se déclencher bien avant. Exactement. Et c'est en ça, en fait, que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'exit tax, c'est pas contraignant. On fait une procédure avec un avocat. Alors certes, c'est un dossier à constituer, ça va être des honoraires d'avocat, mais ça n'engendre pas de sortie de trésorerie ni d'impôts à payer en avance. Et au contraire, ça ne peut. Alors déjà, c'est même pas comme si on avait le choix de le faire. C'est une obligation de le faire. Et si D'accord. on ne le fait pas, le risque, c'est que l'administration, si jamais elle nous attrape, eh bien, elles nous disent, tu n'as pas fait l'exit tax, donc je te taxe aujourd'hui à 30% sur ta plus-value potentielle. Donc, en fait, c'est comme si elle va considérer que j'ai vendu ma société et elle va me prélever 30% d'impôts. Donc ça, Et c'est si donc, elle t'attrape. ça, c'est si elle m'attrape. Et en fait, du coup, tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait? Je l'aurais Bah, fait, ça aurait c'est été en sûr. sursis, ça m'aurait coûté zéro. Et là, maintenant, j'ai pas vendu ma société et on va quand même me demander de sortir l'impôt à 30%. Donc, imagine quelqu'un, il a une société qui vaut 5 millions d'euros. C'est une Mhm. catastrophe. Il va sortir énormément de cash pour payer Sûr. un impôt sur une boîte qu'il a jamais vendue finalement. Il n'aurait pas vendu. Et dans ce cas-là, j'imagine, on peut même pas faire jouer la convention avec Non, éventuellement le pays d'arrivée, par exemple Israël. Là, il va se faire taxer 30% alors qu'il aurait pu se faire taxer 12,8. c'est ça, parce qu'en fait, il va être considéré comme résident français Français. puisqu'il a toujours pas fait son exit tax. Et en plus de ça, c'est une sanction. Enfin, Ouais, c'est c'est une clair et sorte de net. pénalité, quoi. Et donc Et, voilà. et, et, et si jamais donc j'ai pas fait, l'administration ne m'a pas encore attrapé, Alors voilà. est-ce que je peux me signaler entre guillemets de manière volontaire? Alors j'ai compris que ça va pas me raccourcir la période, j'aurai de toutes les manières 2 ans à tirer ou 5 ans à tirer, mais est-ce que je peux quand même le faire rétroactivement? Enfin, est-ce que je peux quand même me déclarer alors que je suis déjà parti, quoi? Alors c'est très compliqué. Malheureusement, en réalité, on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que l'administration, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. C'est pas comme si je rattrape une imposition. Par exemple, j'ai oublié de déclarer mes revenus il y a 2 ans. Bon, bah, je dis à l'administration, voilà, je vous ai pas déclaré mes revenus. Les voilà, voilà, je paye mon impôt et les Ma petite pénalités pénalité, mes petits trucs, quoi. c'est Ok. ça. Parce que là, en fait, l'administration, elle va dire, non, mais t'es déjà parti. Donc, t'as pas respecté ton obligation, donc tu me dois de l'argent. Évidemment, après, on peut négocier, on peut faire des recours, mais légalement parlant, ils ont le droit de nous imposer sans aucun recours. À la limite, ce qu'il faudra dire, c'est qu'en fait, on n'est pas parti à 5 ans, on vient de partir. Voilà, Voilà. exactement. Enfin, Et on c'est va même partir dans 3 mois, quoi, si on suit bien le résumé. exactement, tout à fait. Et c'est en ça que je dis, tout à l'heure, j'ai dit, on a, à quoi ça sert? En fait, ça sert pour l'administration fiscale parce qu'évidemment c'est légal, c'est la loi, on n'a pas le choix. Donc ça aussi, j'ai beaucoup de clients qui croient que quand ils viennent chez moi pour de l'exit tax, en fait, c'est pour que je leur fasse une optimisation fiscale. Mais non, c'est une obligation, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Une Donc ça, application, en fait. C'est vraiment, c'est un régime exactement, applicable. Ok. exactement. De la même manière qu'on fait sa déclaration fiscale tous les ans, bah, il faut faire l'exit tax. Maintenant, il faut savoir aussi que ça a un fort intérêt pour le contribuable, et c'est là qu'on rentre, si on veut, dans le volet de l'optimisation fiscale. Mais en réalité, l'optimisation, elle nous est imposée puisque le contribuable s'en va et on lui dit quoi faire. Mais à quoi ça sert justement? Quand on fait l'exit tax, déjà, ça sert à éviter que la boîte continue à prendre de la valeur alors que je suis devenu non résident. Parce que, comme tu dis, le Parce que tu as tablier, figé la plus-value latente, en fait. exactement, D'accord. exactement. C'est que ma boîte, si elle prend 100 000 euros de valeur tous les ans, bah, plus je la valorise tôt, enfin, au moment de mon départ, moins je vais payer d'impôts après sur la prise de valeur, parce que aussi, ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que si je valorise ma société 100 000 euros aujourd'hui et que je pars à l'étranger, imaginons que je revends ma société dans les 5 ans, Ouais. pendant la période de l'exit tax, je la revends non plus 100 000 euros, mais je la vends 300 000 euros. Eh bien, comment ça va se passer? On va splitter la plus-value, c'est-à-dire que les 100 000 euros de plus-value que j'ai déclarés au moment de mon départ, ceux-là, on va payer l'impôt à 30%.
puisque cette valeur aura été générée lorsque j'ai été résident fiscal français. Ouais. Mais par contre, sur la prise de valeur entre le moment de mon départ et le moment de ma vente, donc c'est-à-dire la prise de valeur en tant que non-résident, je ne vais payer que 12,8. Donc sur les 200 000 euros dans notre exemple, Exactement. grâce au fait que j'ai figé ma plus-value et que je l'ai déclarée à temps, toute la valeur ajoutée qui s'est créée après mon départ, en réalité, elle ne sera pas taxée en France. Enfin, elle sera taxée, mais à 12,8 À et 12,8. non pas à 30. D'où l'intérêt, et c'est là que je dis que ça sert les intérêts du contribuable. Fiscalement, là, pour le coup, c'est une réelle optimisation fiscale. C'est que s'il n'avait pas fait l'exit tax, bah, l'administration lui dit, bah, OK, ta boîte, elle vaut 300 000 aujourd'hui, tu me dois 30%. Alors Ouais, que alors s'il qu'il avait aurait fait pu, l'exit tax, bah, voilà, on aurait il aurait évité gagné énormément de, exactement. Donc, 17% sur 200 000 euros d'écart. c'est Bah, les ça. amis, vous entendez, hein, si vous êtes partis, dépêchez-vous. Et si vous comptez partir, signalez-vous parce que du coup, on a compris, d'abord, c'est obligatoire. Et en plus, vous avez tout intérêt à le faire le plus tôt possible pour raccourcir la période de nantissement, la durée de nantissement, et aussi pour figer une valeur qui peut potentiellement grandir par la suite. Et est-ce que tu as des conseils ou des recommandations pour une personne bah, elle est dans l'ordre. Une personne qui veut partir, une personne qui est partie et qui a oublié, et une personne qui est partie, qui l'a fait, qu'est-ce qu'elle doit respecter? Alors, juste avant de donner mes recommandations, on a parlé du premier intérêt qui est celui-ci, donc d'économiser les 17,2% sur la prise de valeur entre le Ouais. moment où je suis parti et le moment Mhm. où je vends. Mais il y a aussi d'autres intérêts qui sont que, on le sait bien, un non-résident qui perçoit des dividendes de la part de la France, c'est le même principe. Il va payer 12,8% d'impôts à la France et pas les 30%. Sauf que si je pars à l'étranger, que je ne fais pas d'exit tax, bah finalement l'administration, soit je fais les choses vraiment pas dans les règles et je déclare même pas que je suis parti de France, auquel cas la France continue à me considérer comme résident français. Donc quand je prends un dividende, bah je paye 30%, ce qui est tout à fait dommage. Ou alors je fais les choses à moitié dans les règles, je ne fais pas l'exit tax, Mm. mais je me déclare non résident. Et donc, dans ce cas-là, éventuellement, je peux prendre mes dividendes à 12,8, mais la France, pour le coup, il y a un bug parce que tu es parti, tu es Bah devenu oui. non-résident, mais tu n'as pas fait d'exit tax. Donc, Ça, c'est là, j'en ai plein, hein, des personnes. je sais, Alors moi, ce je qui sais. sort souvent, c'est j'ai informé la France, j'ai modifié mon adresse postale. Ils Bah savent que je suis voilà. en Israël. Alors, vas-y, réponds s'il te plaît. Est-ce que ça suffit? Bah évidemment que non, parce que c'est très bien de l'avoir fait, mais si t'as pas fait l'exit tax en face, il y a un bug. Et donc, s'il y a un bug, ça veut dire que l'administration peut te réclamer les 30% d'impôt sur la plus-value potentielle, comme on a dit, les conséquences néfastes de tout à l'heure. Donc, c'est Donc, surtout ça modifier à votre faire. adresse postale, les amis, ça suffit pas. Ça suffit Il pas. faut faire le process d'exit tax si vous êtes concerné. Et alors, j'ouvre une toute petite parenthèse. C'est pas tout le monde qui a 50% d'épargne d'une société. C'est pas tout le monde qui dépasse 800 000 euros de patrimoine mobilier. Est-ce que du coup, les personnes qui sont ni là ni là, Monsieur Cohen qui vient de faire sa alia, il est à la retraite. Est-ce que lui, il a un formalisme à respecter? Il y a quelque chose qu'il doit faire ou juste il change son adresse comme il m'a dit et ça suffit? Alors, c'est typiquement le cas que j'ai eu il y a 2 semaines, un couple de retraités qui est venu me voir, qui était complètement paniqué pour cette histoire. Ils m'ont dit est-ce qu'on doit faire l'exit tax, etc. Je leur ai posé les questions nécessaires. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de patrimoine mobilier. Petite précision, les assurances vie, ça rentre pas dans le cadre de l'exit tax. Donc, celui qui Donc a la des assurances valorisation vie, du portefeuille assurance vie, elle n'est pas prise en compte dans les 800 000 euros. exactement. D'accord. Et donc je leur ai dit, mais finalement, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, rien d'autre à faire que d'envoyer un courrier à l'administration. Alors, soit on envoie un courrier spontané, soit on attend l'année prochaine, au moment de la déclaration d'impôt, on dit, voilà, j'ai déménagé, on met la date du déménagement, le pays, l'adresse, etc. Et en fait, le dossier, il sera automatiquement transféré au centre des non-résidents. Mais il n'y a pas plus de formalités que ça à effectuer, en tout cas, fiscalement parlant. Fiscalement parlant, voilà, c'est assez simple. C'est quand Donc, on a une exit donc tax que le ça fait de devient plus. prévenir la France, ça peut suffire, sauf si vous êtes concerné par les formalités qu'on a vues avant. Donc, si vous avez plus que 50%, je répète, 50% d'épargne sociale d'une entreprise française, ou bien une valeur patrimoniale mobilière qui dépasse les 800 000 euros. Tout à fait. On est d'accord. Alors, et c'est là qu'on en vient du coup aux recommandations, c'est que pour la personne qui n'est pas encore partie, bah, ce qu'on va conseiller, alors ça fait partie, ça c'est un autre gros sujet, on peut en parler pendant 2 heures, mais Mhm. dans l'idée, ce qu'il faut, c'est de montrer à l'administration qu'on devient non résident et qu'on se déconnecte complètement de France. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas évident à cerner, c'est qu'on a deux niveaux
légaux. On a le droit interne français avec les critères de résidence fiscale en droit interne qui s'appliquent de manière alternative. Donc, on a le foyer de l'habitation, on a le critère des revenus, enfin, du centre des intérêts économiques, on a plusieurs critères. Et en gros, l'administration, dès qu'il y en a un qui est rempli, elle peut considérer qu'on est résident français. Et très souvent, ça arrive, les gens partent vraiment en Israël, ils font leur aliyah, ils travaillent depuis Israël, tout va très bien, mais ils ont quand même le centre des intérêts économiques en France. Donc, l'administration, potentiellement, elle peut leur dire, c'est un faux départ, c'est une fausse aliyah. Et c'est là que Israël peut aussi dire de son côté, non mais attends, tu es aussi résident chez moi, puisque tu habites chez moi. Et c'est là qu'on rentre en conflit d'imposition. Et là, on applique la convention fiscale France-Israël. Et l'avantage de l'application de cette convention, c'est que les critères, ils sont successifs. C'est-à-dire que le premier critère, c'est celui de l'habitation. Oui, c'est éliminatoire. Ça veut dire si tu réponds au premier, tu regardes même pas la suite. Ouais, exactement. C'est l'article 4 pour ceux qui veulent ouvrir la convention en même temps. C'est dans l'article 4 la définition de notion de résidence, convention fiscale entre la France et Israël qui a été signé, je crois, en 96, si je dis pas de bêtises, et qui n'a pas eu de réforme depuis. Donc, n'allez pas chercher une version plus récente. Ça sert à rien. C'est la version de 96. Voilà, donc du coup, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui, avant de partir en Israël, bah, évidemment déjà, c'est d'analyser sa situation, de savoir s'il est soumis ou pas à l'exit tax. S'il est soumis à l'exit tax, on a donc toutes les obligations déclaratives, mais en réalité, le client ne s'occupe de rien. C'est justement, il prend un avocat, c'est l'avocat qui s'occupe de tout, il rentre en relation avec l'expert comptable. Enfin, l'avocat, il a juste à les mettre en relation, le client, pardon, il a juste à les mettre en relation, et puis ça y est, c'est terminé. Après, évidemment, on lui fait signer des actes, mais voilà, rien de bien compliqué. Et après, il faut organiser justement son départ de France. Il faut organiser sa déconnexion. Donc, par exemple, il faut rester cohérent. C'est là où je dis que la cohérence est très importante. C'est qu'il faut, par exemple, vendre sa résidence principale en France, en acheter une en Israël, ne plus avoir de base en France, enfin de résidence qui nous accueille gratuitement quand on veut, parce que du coup, ça s'appelle qu'on a un pied-à-terre en France et ça fragilise le critère du foyer d'habitation permanent. Donc, il faut résilier ses abonnements de téléphone et prendre des lignes israéliennes. Si on est abonné à des revues françaises, ben on arrête avec les revues françaises. Bref, on rentre dans la culture israélienne et on arrête avec la France. On prend une carte électorale en Israël. Il y a plein de recommandations complètement pratiques les critères de résidence, bien sûr. Exactement. Le compte bancaire, bah, on dit à la banque, bah voilà, maintenant je transfère ma résidence, je deviens non résident. Donc vous me passez sur un compte non résident. Je parle du compte français. Ouais, bien sûr. Et n'oublie pas aussi demander, enfin ça on le fait nous souvent, demander un certificat de résidence très important. Ça va consolider la position, ou en tout cas l'histoire que vous êtes en train de présenter à l'administration fiscale française. Si, en plus de tous les actes mentionnés avant, vous amenez un certificat de résidence fiscale israélienne tamponné par l'administration fiscale israélienne, c'est un certificat qui est en anglais, qui est officiel, qui est reconnu par la France. Et là, vous allez appuyer votre déconnexion fiscale de France. Donc ça, c'est vraiment un must. Quand vous arrivez en Israël, attendez quelques mois, le temps de prouver à l'administration israélienne aussi que vous vous êtes installé en Israël, et faites une démarche, contactez-nous, ou vous pouvez aller au centre des impôts directement, faites une démarche pour demander le certificat de résidence fiscale en Israël, c'est hyper important. C'est hyper important et ça permet aussi de justifier que je ne vais payer que 12,8 sur mes dividendes et plus 30. Et la France peut demander le certificat de résidence signé de la part de l'administration israélienne. Moi, ce que j'ai vu avec les dividendes, c'est qu'on a, en plus du certificat de résidence qui est quasiment obligatoire, hein, en tout cas que je recommande, parfois les experts comptables en France vont demander à ce que nous, en tant qu'experts fiscal, en tant qu'experts comptables en Israël, on aille faire tamponner par l'administration fiscale israélienne un document qui s'appelle le CERFA 5000 et ou le 5002, ça dépend de la version du dividende qu'on va donner, si c'est la version simplifiée ou pas. Mais en fait, ça va consolider la position et ça vient, entre guillemets, signaler officiellement à l'administration étrangère, donc à la France, que le dividende d'un montant de X qui a bien été distribué par telle personne à telle date a bien été, entre guillemets, accueilli. Il est bien arrivé en Israël, on l'a bien imposé en Israël. Alors, dans le cas israélien, on n'imposera pas pendant les 10 premières années, mais en tout cas, on signale à l'administration fiscale étrangère, donc à la France, que ce dividende a bien été soumis au contrôle et à l'imposition en Israël. Il n'y a pas eu d'impôt payé, mais si vous voulez, au moins, vous avez présenté ce revenu à l'administration fiscale israélienne. Donc ça va consolider la non-imposition ou la non-application de la CSG-CRDS en France. Donc, hyper important d'aller faire tamponner avec le CERFA 5000. Et c'est pas tous les experts comptables en France qui le demandent, mais c'est dommage, je trouve, parce qu'en cas de contrôle, l'expert comptable pourra toujours dire qu'il savait pas, on l'a pas prévenu. Vous, en tant que bénéficiaire
du dividende, demandez bien à faire tamponner et à demander le CERFA 5000, c'est hyper important. Tout à fait. Nous, en tout cas, ça fait partie de nos recommandations parce que, comme tu dis, Nathaniel, c'est vraiment très important. En fait, c'est assez simple à obtenir et ça peut sauver, ça peut faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps perdu en termes de conflit avec l'administration fiscale française. Ok, Donc très important. Il y a aussi autre chose dont je voulais parler en complément des recommandations, c'est que très souvent les clients qui viennent nous voir, même de manière générale quand on est dans des cercles d'amis, tout le monde nous parle de ces fameux 183 jours, il faut que je passe plus de temps, moins de temps en France, etc. Mais en réalité, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs critères et que ce critère-là du nombre de jours n'est pas le plus important. Ça, c'est un critère qui s'applique de façon subsidiaire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit passer 8 mois en France et qu'on va être quand même qualifié de résident israélien. Mais dans l'idée, il n'y a pas que ça qui compte. Et c'est justement, alors ça a un bon aspect et un aspect peut-être plus négatif. D'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que je peux passer potentiellement plus que 183 jours en France et être quand même considéré résident israélien si j'ai mon foyer d'habitation en Israël, etc. Enfin bref, après il faut rentrer dans une étude approfondie de la vie de la personne pour savoir comment trancher le Ça va conflit être de double compliqué en imposition. Israël quand même, hein. C'est possible, mais ça va être compliqué. Hein. Moi, je te parle vis-à-vis de la France. D'accord. Vis-à-vis de la France, ce que tout le monde dit que voilà, moi c'est bon, moi je passe plus de 6 mois à l'étranger, je passe plus de 6 mois en Israël, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Parce que c'est pas parce que, c'est ça l'aspect négatif, c'est que c'est pas parce que tu as passé plus de 6 mois en Israël que forcément tu es résident israélien. Parce que si tu gardes quand même un foyer d'habitation en France, même si tu y vas moins souvent qu'en Israël, eh bien, il y a quand même un risque que tu sois considéré comme résident fiscal français. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à l'application de tous les critères de la Convention. Alors, évidemment, soit vous voulez vous amuser à la lire, ce qui est franchement pas très agréable, soit vous faites appel à un professionnel. Et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus agréable. Il est très bien. Avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de considérer le fait que c'est pas que le critère des 183 jours qui compte, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà. Écoute, je pense que sur l'exit tax, c'est un bon point. En tout cas, c'est un bon démarrage. Pour cet épisode, je pense que on a fait le tour. Par contre, les amis, je vous invite, on réinvitera Ephraim, je pense, parce que ça m'a fait penser à la nécessité parfois quand vous partez, alors on va dire que vous respectez l'exit tax, vous respectez les critères d'abandon de la résidence fiscale française, etc. Mais parfois, même en faisant tout ça, vous allez vous faire rattraper par la patrouille qui s'appelle l'impôt sur la succession. Et ça, c'est tout un autre volet. Mais on verra avec Ephraim, je pense, dans un prochain épisode, quelles sont les recommandations quand on a quitté la France, qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on préconise en fait aux personnes qui ont du patrimoine, comment est-ce qu'on leur propose d'arbitrer leur patrimoine, ou en tout cas, quelles sont les recommandations, est-ce qu'on garde l'assurance vie en France ou est-ce qu'on l'envoie au Luxembourg, est-ce qu'on vend toutes les immobilisations à la casse, entre guillemets, au plus vite? Est-ce qu'il y a des manières du démembrement ou des choses qu'on peut mettre en place de manière un petit peu intelligente? Bref, je ne vais pas faire le spoiler de tout ce qu'on va dire dans un prochain épisode, mais je pense, Ephraim, on fera un autre point sur, une fois qu'on a quitté la France, quelles sont quand même les recommandations vis-à-vis de la France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça te va? Avec grand plaisir, parfait. Super. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as bien éclairé. Et les amis, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, Ephraim. Avec grand plaisir. Merci à toi, Nathaniel. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.